Imagine un instant que tu te retrouves seul, un dimanche matin. La lumière entre doucement par la fenêtre. Tu tiens ta tasse de café entre les deux mains et il n'y a personne d'autre dans la pièce. Pas de bruit, pas d'attente, pas de compromis à faire. Juste toi, ce moment et cette lumière. Est-ce que cette image te fait ressentir quelque chose de lourd, une forme de solitude? Ou est-ce qu'au fond, quelque chose en toi reconnaît dans cette image une forme de paix? Je te pose cette question parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes en vieillissant et qui est souvent mal compris, souvent jugé, souvent chargé de honte ou de pitié. Nous allons parler du célibat, pas comme d'un échec, pas comme d'une attente, mais comme d'un choix possible, d'une réalité vécue et parfois d'une forme de sagesse. Je suis Christophe André, psychiatre, psychothérapeute, et depuis de nombreuses années maintenant, quelqu'un qui essaie de comprendre comment les êtres humains peuvent vivre mieux, plus en paix avec eux-mêmes et avec les autres. Et ce sujet du célibat, en vieillissant, je l'aborde avec beaucoup de respect, parce que je sais qu'il touche des zones très sensibles en chacun de nous. Des zones liées à la peur de la solitude, au regard des autres, à notre propre valeur, à notre capacité d'être aimé. Alors, laisse-moi d'abord te dire quelque chose d'important. Je ne suis pas ici pour te convaincre que le célibat est la seule bonne voie. Je ne suis pas ici pour te dire que les relations amoureuses sont mauvaises. Ce serait absurde et ce serait faux. Les relations amoureuses profondes, saines, épanouissantes, sont l'une des plus grandes richesses de la vie humaine. Je le crois sincèrement, mais je suis ici pour te proposer quelque chose de différent. Je suis ici pour explorer avec toi pourquoi, pour certaines personnes, à un certain moment de leur vie, et particulièrement en vieillissant, être seul peut être non seulement acceptable, mais réellement meilleur. Meilleur pour leur santé émotionnelle, meilleur pour leur croissance personnelle, meilleur pour leur paix intérieure, et surtout, je suis ici pour t'aider à comprendre ce que ton rapport au célibat révèle de toi. Parce que la façon dont tu vis ta solitude, ou dont tu la fuis, ou dont tu la désires, dit énormément sur qui tu es, sur tes blessures, sur tes besoins profonds, et sur la direction dans laquelle tu peux encore grandir. Nous allons passer environ 1 heure ensemble aujourd'hui. 1 heure pour explorer ce territoire, souvent mal cartographié, qu'est le célibat à l'âge adulte avancé. Et je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que nous allons découvrir ensemble pourrait changer ta façon de voir ta propre vie, quelle que soit ta situation actuelle. Alors commençons par le commencement. Commençons par la question que peu de gens osent vraiment poser. Pourquoi avons-nous si peur d'être seuls? Cette peur est ancienne. Elle est inscrite dans notre biologie, dans notre histoire évolutive. L'être humain est un animal social. Pendant des centaines de milliers d'années, être seul signifiait être vulnérable. Être seul dans la savane, c'était mourir. Le groupe, la tribu, le couple, la famille, tout cela représentait la survie. Et cette peur primaire, elle est toujours là en nous, même si nous vivons aujourd'hui dans des appartements chauffés, avec des réfrigérateurs pleins et des téléphones qui nous connectent instantanément à des milliers de personnes. Mais il y a quelque chose d'autre aussi, quelque chose de plus culturel, de plus récent, de plus insidieux. Nous vivons dans une société qui valorise énormément le couple. Les films d'amour se terminent presque toujours par une union. Les fêtes sont conçues pour les couples et les familles. Les questions lors des repas de famille tournent souvent autour de la même chose. Et toi, tu es avec quelqu'un, comme si être avec quelqu'un était la condition nécessaire pour être heureux, pour être normal, pour être complet. Et alors, quand on vieillit et qu'on se retrouve seul, soit parce qu'on n'a jamais trouvé la bonne personne, soit parce qu'on a perdu un partenaire, soit parce qu'on a choisi de quitter une relation qui ne nous nourrissait plus, on peut ressentir ce regard social comme un poids énorme. Un regard qui dit, sans même utiliser de mots, tu n'as pas réussi, tu es incomplet, tu es à plaindre. Et je veux te dire quelque chose. Ce regard a tort, pas toujours, pas pour tout le monde, mais souvent, pour beaucoup de personnes en vieillissant, ce regard a profondément tort. Laisse-moi te parler d'une femme que j'appellerai Marguerite. Elle avait 62 ans quand elle est venue me consulter. Elle venait de traverser un divorce difficile après 30 ans de mariage. Et ce qui m'a frappé chez elle,
Ce n'était pas sa tristesse, bien qu'elle fût présente. C'était sa confusion. Elle me disait « Je me sens soulagé » et en même temps, j'ai honte de me sentir soulagé. Comme si ressentir du soulagement, à la fin d'une relation, était quelque chose d'interdit, quelque chose qui la rendait mauvaise, égoïste, froide. Et dans ce soulagement, il y avait quelque chose de très important. Il y avait la reconnaissance, peut-être pour la première fois depuis des décennies, que sa vie à elle, ses besoins à elle, son espace intérieur à elle, avaient de la valeur. Que sa solitude nouvelle n'était pas un vide, mais un espace. Un espace qu'elle pouvait maintenant remplir avec ce qui lui ressemblait vraiment. C'est l'une des premières grandes vérités que je veux partager avec toi aujourd'hui. La solitude et l'isolement ne sont pas la même chose. Et comprendre cette différence, c'est peut-être l'une des clés les plus importantes pour vivre mieux en vieillissant. La solitude, au sens négatif du terme, c'est le sentiment douloureux de manque de connexion. C'est sentir qu'on n'est pas vu, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'appartient nulle part. Et cette solitude-là peut être vécue même au sein d'un couple. En fait, certaines des personnes les plus seules que j'ai rencontrées dans ma pratique clinique étaient des personnes mariées depuis longtemps, qui partageaient un toit, un lit, une table, mais qui ne se voyaient plus, ne s'entendaient plus, ne se touchaient plus vraiment. L'isolement, c'est une condition externe. C'est le fait d'avoir peu de contacts sociaux, peu de relations. Et oui, l'isolement prolongé est mauvais pour la santé. Les études le montrent clairement, mais l'isolement n'est pas synonyme de célibat. On peut être célibataire et avoir une vie sociale riche, des amitiés profondes, des liens familiaux nourrissants. Et on peut être en couple et être profondément isolé. Alors quand on parle du célibat en vieillissant, il faut faire cette distinction. Ce n'est pas la présence ou l'absence d'un partenaire romantique qui détermine notre bien-être. C'est la qualité de nos connexions humaines au sens large, et c'est surtout la qualité de notre relation à nous-mêmes. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que vieillir, quand on le fait consciemment, quand on accepte ce que l'âge nous apporte, c'est un processus de clarification. C'est comme si la vie, au fil des années, nous débarrassait progressivement de ce qui n'est pas essentiel. Les illusions tombent. Les masques deviennent plus lourds à porter. Les compromis, qui nous coûtaient autrefois peu, commencent à peser beaucoup. Et quelque chose en nous commence à réclamer plus d'authenticité, plus de cohérence, plus d'espace pour être vraiment soi. Et c'est dans ce contexte que le célibat peut devenir non pas un manque, mais une forme d'intégrité. Une façon de dire « je préfère être seul et entier plutôt qu'en couple et fragmenté ». Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose que les psychologues appellent la différenciation du soi. C'est un concept développé par le psychiatre Murray Bowen et il est particulièrement pertinent pour comprendre pourquoi certaines personnes s'épanouissent dans le célibat en vieillissant. La différenciation du soi, c'est la capacité à rester soi-même dans une relation. C'est la capacité à avoir ses propres pensées, ses propres émotions, ses propres valeurs, sans être submergé par les attentes ou les émotions de l'autre. Et c'est aussi la capacité à être proche de quelqu'un sans se perdre dans cette proximité. Les personnes qui ont un niveau élevé de différenciation du soi peuvent vivre en couple de façon saine parce qu'elles restent elles-mêmes tout en étant connectées à l'autre. Mais les personnes qui ont un niveau plus bas de différenciation, et c'est le cas de beaucoup d'entre nous, ont tendance soit à se fusionner avec l'autre, soit à s'éloigner pour se protéger. Et ni l'une ni l'autre de ces stratégies n'est vraiment satisfaisante. Or, vieillir seul, quand on le fait de façon consciente et choisie, peut être une façon de développer cette différenciation, de se connaître soi-même plus profondément, de comprendre ses propres besoins, ses propres limites, ses propres désirs, sans le filtre constant d'une relation amoureuse. Et je vois cela régulièrement. Des personnes qui, après des années de vie en couple, découvrent dans le célibat une forme de connaissance d'elles-mêmes qu'elles n'avaient jamais eu l'occasion de développer. Elles découvrent ce qu'elles aiment vraiment manger, comment elles aiment vraiment organiser leur espace, ce qui les fait vraiment rire, ce qui les touche vraiment, des choses qui semblent petites, mais qui sont en réalité profondes, parce qu'elles sont authentiquement les leurs. Si ce contenu t'aide à réfléchir, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Alors continuons.
Parce que je veux maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Je veux parler de la liberté. Pas la liberté abstraite, philosophique, mais la liberté concrète, quotidienne, que le célibat peut offrir en vieillissant. Quand on est jeune, la liberté du célibat peut sembler superficielle. On peut sortir quand on veut, rentrer quand on veut, voyager sur un coup de tête. Et oui, tout cela est réel. Mais en vieillissant, la liberté que le célibat offre devient quelque chose de plus profond. C'est la liberté de consacrer son énergie à ce qui compte vraiment pour soi. Et cela, c'est précieux. Parce que l'énergie, en vieillissant, devient une ressource de plus en plus précieuse. On ne peut plus tout faire, tout être pour tout le monde. Et le choix de comment on dépense cette énergie devient un choix fondamental pour sa qualité de vie. Pense à quelqu'un qui, à 65 ans, se retrouve célibataire après une longue relation. Au début, il y a souvent une période difficile, une période de deuil, d'adaptation. Mais ensuite, pour beaucoup de personnes, il y a quelque chose d'inattendu. Il y a une redécouverte de passions oubliées, de relations amicales qu'on avait négligées, d'une façon d'habiter le monde qui est vraiment la sienne. J'ai un ami, je l'appellerai Pierre, qui a perdu sa femme à 68 ans après 40 ans de mariage. Une relation aimante, belle, profonde. Et les 2 premières années après sa perte ont été terribles pour lui. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Il a commencé à peindre. Il avait toujours voulu peindre, mais dans la vie à deux, il y avait toujours quelque chose de plus urgent, de plus important. Et dans sa solitude, dans ce grand silence de son appartement, il a trouvé la peinture. Et la peinture lui a rendu quelque chose. Pas sa femme, bien sûr, mais une forme de lui-même qu'il ne connaissait pas encore. Ce n'est pas une histoire pour dire que la perte est une bonne chose. Ce serait cruel et faux. Mais c'est une histoire pour dire que, dans la solitude, même celle qui commence dans la douleur, il peut y avoir des découvertes de soi qui n'auraient peut-être pas été possibles autrement. Et c'est l'une des caractéristiques les plus intéressantes du célibat en vieillissant. Il crée un espace intérieur, que la vie à deux remplit souvent, parfois nécessairement, parfois de façon trop envahissante. Et dans cet espace, des choses peuvent émerger, des choses qui nous appartiennent vraiment. Maintenant, je veux aborder un aspect qui est souvent au cœur des résistances au célibat, en vieillissant. Et cet aspect, c'est la peur du vieillissement seul. La peur de la maladie, de la dépendance, de la mort. La peur de ne pas avoir quelqu'un à ses côtés dans les moments difficiles. Et cette peur, je la comprends. Elle est légitime, elle est humaine. Et je ne vais pas la balayer d'un revers de main en disant que tout ira bien. Ce serait irresponsable de ma part, mais je veux la regarder de plus près. Parce que souvent, quand on examine cette peur attentivement, on découvre qu'elle repose sur des suppositions qui méritent d'être questionnées. La première supposition, c'est que le partenaire romantique est la meilleure forme de soutien possible, en cas de maladie ou de dépendance. Or, ce n'est pas toujours vrai. Les études sur les soins informels, c'est-à-dire les soins apportés par les proches aux personnes âgées, montrent que les conjoints âgés sont souvent eux-mêmes épuisés, parfois malades, souvent dépassés par les demandes de soins, et que les réseaux de soutien les plus efficaces sont souvent ceux qui impliquent plusieurs personnes, des amis, de la famille, des voisins, des professionnels de santé, et non pas uniquement un partenaire. La deuxième supposition, c'est que rester dans une relation qui ne nous convient plus est préférable à la solitude par peur du futur. Et cela, c'est une forme de pensée que j'appelle la pensée du pire scénario. On reste dans quelque chose qui ne nous nourrit pas, qui nous épuise peut-être, parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver dans le futur si on est seul. Et ce faisant, on sacrifie le présent pour un futur hypothétique, et souvent exagérément sombre. La troisième supposition, c'est que construire un réseau de soutien solide est impossible sans partenaire romantique. Or, c'est faux. Les personnes célibataires qui vieillissent bien, et elles sont nombreuses, ont souvent investi beaucoup dans leurs amitiés, dans leurs liens familiaux, dans leur communauté. Elles ont souvent des réseaux sociaux plus diversifiés et parfois plus solides que les personnes en couple qui ont tendance à se replier sur la relation à deux. Il y a une étude fascinante menée par la sociologue Bella De Polo
qui a consacré une grande partie de sa carrière à étudier les personnes célibataires. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que les personnes célibataires maintiennent en général des liens plus nombreux et plus variés avec leur entourage. Elles sont plus susceptibles de s'engager dans leur communauté, d'aider leurs amis, de maintenir des liens avec leur famille élargie. Parce qu'elles n'ont pas la relation à deux comme filet de sécurité unique, elles tissent un filet plus large. Et ce filet plus large, en vieillissant, peut être une ressource extraordinaire. Pas seulement pour les moments de crise, mais pour la richesse quotidienne de la vie. Maintenant, je voudrais m'arrêter un moment sur quelque chose de plus intime. Quelque chose qui concerne notre rapport à nous-mêmes en vieillissant. Vieillir, c'est faire face à une série de pertes. Des pertes physiques, bien sûr. Le corps change, ralentit, parfois souffre, mais aussi des pertes symboliques. Des rôles qu'on occupait et qu'on n'occupe plus. Des projets qu'on abandonne. Des possibles qui se ferment. Et face à toutes ces pertes, la question qui se pose est fondamentale. Qui suis-je maintenant sans tout ce que j'avais? Et cette question, on peut la fuir dans une relation amoureuse. On peut se définir par rapport à l'autre, trouver dans l'autre une forme de continuité identitaire qui évite d'avoir à se confronter à cette question difficile. Mais cette fuite a un coût. Le coût de ne pas vraiment se connaître. Le coût de ne pas vraiment se rencontrer. Le célibat, en vieillissant, quand on l'accueille avec conscience, force cette rencontre avec soi-même. Et cette rencontre peut être inconfortable. Elle peut même être douloureuse, au début. Mais elle est aussi profondément libératrice. Parce qu'au bout de cette rencontre, il y a quelque chose de précieux. Il y a une forme d'authenticité. Une façon d'être dans le monde qui est vraiment la sienne. Pas celle qu'on a construite pour plaire à l'autre, pas celle qu'on a adoptée pour maintenir la paix dans la relation, mais celle qui vient de l'intérieur. Et cette authenticité, elle a des effets concrets sur la santé. Les recherches en psychologie positive montrent que la cohérence entre ce qu'on est et ce qu'on fait, ce que les psychologues appellent la congruence, est l'un des prédicteurs les plus solides du bien-être subjectif. Les personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs profondes, qui font des choix qui leur ressemblent vraiment, sont en général plus heureuses, plus résistantes au stress et en meilleure santé physique. Si ce contenu résonne avec toi, je t'invite à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon simple de me dire que ce travail a de la valeur pour toi, et ça m'encourage à continuer. Parlons maintenant d'un sujet que j'aborde avec beaucoup de délicatesse. Parlons des relations amoureuses qui ne fonctionnent plus, mais auxquelles on s'accroche par peur de la solitude. C'est l'un des phénomènes les plus douloureux que je rencontre dans ma pratique. Des personnes qui restent dans des relations qui les épuisent, qui les diminuent, qui les empêchent de s'épanouir, simplement parce que l'idée d'être seul leur fait plus peur que la réalité d'une relation insatisfaisante. Et je comprends cela, je comprends profondément, parce que la peur de la solitude est l'une des peurs les plus primitives, les plus viscérales que nous puissions ressentir. Et quand on vieillit, cette peur peut s'intensifier. On se dit, si je quitte cette relation maintenant, qui voudra de moi? Je suis trop vieux, trop vieille, le temps des nouvelles rencontres est passé. Mieux vaut rester avec ce que j'ai. Et cette pensée, je veux te dire qu'elle est à la fois compréhensible et profondément erronée. Elle est compréhensible parce qu'elle reflète une peur réelle. Elle est erronée parce qu'elle repose sur plusieurs fausses prémices. La première fausse prémisse, c'est que le but de la vie en vieillissant est de ne pas être seul. Non. Le but de la vie, à tout âge, est de vivre de façon authentique, de trouver du sens, de maintenir des connexions qui nous nourrissent vraiment. Et parfois, cela signifie qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. La deuxième fausse prémisse, c'est que rester dans une relation mauvaise est moins douloureux qu'être seul. Or, les recherches montrent exactement le contraire. Les personnes qui restent dans des relations conflictuelles, froides ou dévitalisées ont des niveaux de stress chronique plus élevés, une santé physique moins bonne et un bien-être émotionnel plus faible que les personnes célibataires qui ont accepté leur solitude et l'ont transformée en espace de vie. La troisième fausse prémisse, c'est que quitter une relation mauvaise signifie être seul pour toujours. Ce n'est pas vrai non plus, mais même si c'était vrai, même si cette solitude devait durer, elle peut être préférable à une relation qui vous détruit lentement. Laisse-moi te parler d'une autre personne que j'ai accompagnée.
Je l'appellerai Hélène. Elle avait 67 ans et elle était dans une relation depuis 20 ans avec un homme qui la critiquait constamment, qui minimisait ses émotions, qui la faisait douter d'elle-même à chaque conversation. Elle n'était pas victime de violences physiques, mais elle était victime de quelque chose de plus subtil et parfois tout aussi dévastateur. Elle était victime d'une relation qui l'avait progressivement convaincue qu'elle ne valait pas grand-chose. Et quand elle est venue me voir, elle ne venait pas pour quitter cette relation. Elle venait pour apprendre à mieux la supporter. Parce que dans sa tête, la question n'était pas « Est-ce que cette relation me convient ?» La question était « Comment faire pour que ça marche malgré tout ?» Et au cours de notre travail ensemble, quelque chose s'est produit. Hélène a commencé à se souvenir de qui elle était avant cette relation. Elle a commencé à retrouver une voix intérieure qui lui disait des choses différentes. Une voix qui disait « Tu mérites mieux que ça. Tu mérites d'être dans un espace où tu peux respirer. » Et finalement, après plusieurs mois, Hélène a pris la décision de quitter cette relation. Et les premiers mois ont été difficiles. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Elle a commencé à se redresser, littéralement. Elle marchait différemment, elle parlait différemment. Elle avait retrouvé quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. Elle avait retrouvé elle-même. Et aujourd'hui, plusieurs années après, Hélène est célibataire. Elle ne cherche pas activement un nouveau partenaire. Elle a une vie sociale riche, des amies précieuses, une relation avec ses enfants et ses petits-enfants qui s'est profondément améliorée depuis qu'elle n'est plus dans cet état de stress chronique. Et elle me dit, quand on se parle, je suis plus heureuse seule que je ne l'ai été dans cette relation depuis des années. Est-ce que cette histoire est universelle? Non. Est-ce qu'elle s'applique à tout le monde? Non. Mais elle illustre quelque chose d'important. Elle illustre que la solitude, quand elle remplace une relation toxique, peut être une forme de guérison. Maintenant, je veux aborder quelque chose que j'appelle la sagesse de la solitude. Et je veux le faire en parlant de quelque chose qui m'est cher, la contemplation. Dans beaucoup de traditions spirituelles et philosophiques, la solitude n'est pas vue comme un manque. Elle est vue comme une ressource. Les grandes traditions de méditation, qu'elles soient bouddhistes, chrétiennes, soufis ou autres, valorisent toute la solitude comme un espace de rencontre avec soi-même, avec quelque chose de plus profond que l'agitation quotidienne. Et en vieillissant, nous avons souvent plus accès à cette solitude. Les enfants sont grands, la carrière est derrière nous ou en train de se terminer, les obligations sociales diminuent, et dans cet espace qui se crée, il y a une invitation à aller plus profond, à se poser des questions qu'on n'avait pas le temps de se poser avant, à écouter ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Les études sur le vieillissement réussi, ce qu'on appelle le vieillissement actif ou le vieillissement en bonne santé, montrent de façon constante que les personnes qui vieillissent le mieux ne sont pas nécessairement celles qui ont le plus de relations sociales ou qui sont le plus actives. Ce sont celles qui ont développé une relation apaisée avec elles-mêmes, celles qui ont accepté leur passé, qui vivent leur présent avec une certaine sérénité et qui font face à leur futur avec une forme de paix. Et cette relation apaisée avec soi-même, elle se développe souvent plus facilement dans la solitude que dans la relation à deux. Parce que dans la relation à deux, il y a toujours l'autre. Il y a toujours ses besoins, ses attentes, ses émotions qui viennent se mêler aux nôtres. Et parfois, cette présence constante de l'autre nous empêche de nous entendre nous-mêmes. Je pense à la notion que le philosophe Paul Tillich appelait le courage d'être. Il disait que le courage fondamental de l'existence humaine est le courage d'être soi-même, malgré les forces qui poussent à la conformité, malgré la peur du jugement, malgré la tentation de se perdre dans l'autre pour éviter de se confronter à soi-même. Et le célibat en vieillissant peut être une expression de ce courage. Le courage de dire « je choisis d'être avec moi-même », je choisis de me connaître, je choisis de vivre en accord avec ce que je suis vraiment, même si cela signifie être seul. Si tu es en train d'écouter ceci et que ces mots résonnent en toi, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucun de ces moments de réflexion. Et si tu penses à quelqu'un qui pourrait bénéficier de ce contenu, partage-le avec lui. C'est un geste simple qui peut avoir un impact réel. Maintenant, je veux parler d'un aspect très concret du célibat en vieillissant. Je veux parler de la santé. Parce que souvent, quand on parle du célibat en vieillissant, on entend des arguments comme
Les personnes mariées vivent plus longtemps, les personnes en couple sont en meilleure santé. Et c'est vrai, dans certaines études. Mais c'est une vérité partielle. Et il est important de la comprendre dans sa complexité. Oui, il existe des études qui montrent que le mariage est associé à une meilleure santé et à une plus grande longévité. Mais quand on regarde ces études de plus près, on découvre plusieurs choses importantes. Premièrement, ces bénéfices sont beaucoup plus marqués pour les hommes que pour les femmes. Les hommes mariés vivent en général plus longtemps que les hommes célibataires. Mais pour les femmes, la différence est beaucoup moins claire. Et dans certaines études, les femmes célibataires ont une meilleure santé que les femmes mariées. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de mariages, les femmes portent une charge de soins disproportionnée. Elles s'occupent de leurs partenaires, de leurs enfants, parfois de leurs parents vieillissants. Et cette charge de soins est un coût pour leur propre santé. Alors que les hommes mariés bénéficient des soins de leurs partenaires sans nécessairement en assumer autant en retour. Deuxièmement, quand on distingue les bons mariages des mauvais mariages, le tableau change radicalement. Les personnes dans des mariages heureux et satisfaisants ont effectivement une meilleure santé. Mais les personnes dans des mariages conflictuels ou insatisfaisants ont une santé pire que les personnes célibataires. Le stress chronique d'une mauvaise relation a des effets mesurables sur le système immunitaire, sur le système cardiovasculaire, sur les niveaux d'inflammation dans le corps. Donc, quand on dit que le mariage est bon pour la santé, ce qu'on dit en réalité, c'est qu'un bon mariage est bon pour la santé. Et un mauvais mariage est mauvais pour la santé, souvent pire que le célibat. Et troisièmement, les recherches plus récentes, qui tiennent compte de l'évolution des modes de vie, montrent que les personnes célibataires qui ont un réseau social solide, qui font de l'exercice, qui ont un sens à leur vie, ont des indicateurs de santé tout à fait comparables aux personnes en couple. La clé n'est pas le statut matrimonial. La clé est la qualité de la vie sociale et le sens qu'on trouve à son existence. Cela m'amène à parler d'une notion que j'utilise souvent dans mon travail, la notion de sens, parce que je crois que le sens est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain et qu'il devient encore plus crucial en vieillissant. Viktor Frankl, le psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé la logothérapie, disait que l'être humain peut supporter presque n'importe quelle condition s'il trouve un sens à ce qu'il vit. Et inversement, que l'absence de sens est l'une des souffrances les plus profondes que nous puissions ressentir. Et le célibat en vieillissant peut être une occasion extraordinaire de trouver ou de retrouver ce sens. Parce que sans la relation à deux qui structure souvent notre temps, notre énergie et notre attention, on est libre de se demander « Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce que je veux faire de ce temps qui me reste ? Qu'est-ce que je veux transmettre, créer, explorer ?» Ces questions, on peut les fuir dans l'agitation d'une relation, dans les compromis quotidiens, dans le bruit de la vie à deux. Mais dans la solitude, elles reviennent. Et les affronter, les écouter, les laisser nous guider, c'est peut-être l'un des actes les plus courageux et les plus féconds qu'on puisse accomplir en vieillissant. Je pense à un homme que j'appellerai Bernard. Il avait 70 ans et il était célibataire depuis la mort de sa femme, 10 ans auparavant. Ses enfants s'inquiétaient pour lui. Ils lui proposaient régulièrement de rencontrer quelqu'un, de s'inscrire sur des sites de rencontres pour seniors. Et Bernard souriait et déclinait poliment. Ce que ses enfants ne voyaient pas, c'est que Bernard avait trouvé quelque chose dans sa solitude. Il avait trouvé une façon de vivre qui lui ressemblait profondément. Il se levait tôt, il marchait dans les bois près de chez lui, pendant 1 heure chaque matin. Il lisait énormément. Il avait repris contact avec des amis d'enfance qu'il avait perdus de vue pendant ses années de vie de famille. Il écrivait des mémoires, pas pour les publier, mais pour lui-même, pour mettre des mots sur ce qu'il avait vécu. Et quand je lui demandais s'il était heureux, il répondait avec une honnêteté désarmante. Il disait « Je ne sais pas si heureux est le bon mot. Je me sens vivant. Je me sens moi-même. » Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Cette réponse me touche profondément, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur ce que le célibat peut offrir en vieillissant. Pas nécessairement le bonheur au sens d'une joie constante et légère, mais quelque chose de plus solide, de plus profond. Une forme de présence à soi-même, une forme d'intégrité. Maintenant, je veux aborder quelque chose que j'appelle les pièges du célibat.
Parce que je ne veux pas te donner une image idéalisée. Le célibat, en vieillissant, a aussi ses difficultés, ses pièges, ses zones d'ombre. Et les reconnaître, c'est important pour les traverser avec conscience. Le premier piège, c'est ce que j'appelle la rigidité de l'habitude. Quand on vit seul longtemps, on peut développer des habitudes, des routines, des façons de faire qui deviennent de plus en plus rigides. On mange à la même heure, on fait les mêmes choses dans le même ordre, on fréquente les mêmes personnes. Et cette rigidité peut être confortable, mais elle peut aussi devenir une prison. Elle peut nous couper de la nouveauté, de la surprise, de la croissance. La vie à deux, même quand elle est difficile, force une certaine flexibilité. Elle force à s'adapter, à négocier, à sortir de ses habitudes. Et cette flexibilité est importante pour la santé cognitive et émotionnelle en vieillissant. Alors, si tu vis seul ou si tu envisages de vivre seul, je t'invite à être attentif à ce piège, à chercher activement la nouveauté, à te mettre dans des situations qui te challengent, à t'exposer à des personnes et des idées différentes des tiennes. Le deuxième piège, c'est l'autosuffisance excessive. Certaines personnes, en vivant seules, développent une forme d'autosuffisance qui peut devenir une barrière à la connexion. Elles n'ont besoin de personne, ou du moins, c'est ce qu'elles se disent. Elles ont du mal à demander de l'aide, à accepter la vulnérabilité, à laisser les autres entrer dans leur espace. Et cette autosuffisance, qui peut sembler une force, est souvent une forme de protection contre la peur d'être blessé, d'être déçu, d'être abandonné. Et elle a un coût. Le coût de l'intimité manquée, de la connexion profonde qu'on ne peut avoir qu'en laissant l'autre vraiment nous voir. Le troisième piège, c'est la rumination. Quand on vit seul, il n'y a pas toujours quelqu'un pour nous sortir de nos pensées. Et certaines personnes ont tendance, dans la solitude, à tourner en rond dans leurs pensées, à ressasser le passé, à s'inquiéter pour l'avenir. Et cette rumination peut devenir un problème réel pour la santé mentale. La solution n'est pas de fuir la solitude. La solution est d'apprendre à habiter la solitude différemment, à travers la méditation, la pleine conscience, l'activité physique, la créativité, l'engagement social, à travers toutes ces pratiques qui nous aident à être présents à ce qui est, plutôt que prisonniers de ce qui a été ou de ce qui pourrait être. Si ce contenu t'est utile, je t'invite à laisser un commentaire pour me dire ce qui résonne le plus avec toi. Et bien sûr, un like et un abonnement m'aident à continuer à partager ce type de réflexion avec toi. Parlons maintenant de quelque chose qui me semble fondamental pour comprendre le célibat en vieillissant. Parlons du rapport au corps. En vieillissant, notre corps change. Et notre rapport à notre corps, à notre sexualité, à notre sensualité change aussi. Et dans une société qui valorise la jeunesse, la performance et une certaine image du corps, ces changements peuvent être vécus avec beaucoup d'anxiété et de honte. Dans une relation amoureuse longue, il y a souvent une adaptation progressive à ces changements. Les deux partenaires vieillissent ensemble, et il peut y avoir une forme de tendresse dans cette évolution partagée. Mais il peut aussi y avoir une pression implicite, une comparaison, une façon de se voir à travers le regard de l'autre qui n'est pas toujours bienveillante. Dans le célibat, le rapport au corps peut devenir quelque chose de plus personnel, de plus intime, de plus libre. On peut se réconcilier avec son corps sans le filtre du regard de l'autre. On peut redécouvrir le plaisir simple d'exister dans son corps, de marcher, de se baigner, de sentir le soleil sur sa peau sans que ce plaisir soit médiatisé par une relation. Et cette réconciliation avec le corps vieillissant est, je crois, l'une des tâches les plus importantes du vieillissement. Accepter que notre corps change, que notre énergie diminue, que notre façon d'être dans le monde évolue, et trouver dans cette évolution non pas une perte, mais une transformation, pas une diminution, mais un approfondissement. Il y a une beauté dans le corps vieillissant que notre culture refuse souvent de voir, une beauté dans les rides qui racontent une vie, dans les mains qui portent les traces du travail et du temps, dans la façon dont le corps porte l'histoire de celui qui l'habite. Et cette beauté, on peut y accéder plus facilement quand on n'est pas constamment soumis au regard d'un autre. Je veux maintenant parler d'un thème qui est souvent tabou, mais qui est important. Je veux parler de la sexualité dans le célibat en vieillissant. Parce que l'une des peurs associées au célibat en vieillissant, c'est la peur de perdre la sexualité. 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 La peur de perdre la sexu
c'est la peur de ne plus avoir de vie sexuelle. Et cette peur est réelle parce que la sexualité est une dimension importante de l'existence humaine à tout âge. Mais je veux proposer une vision plus large de la sexualité. Une vision qui ne se réduit pas à l'acte sexuel avec un partenaire. Une vision qui inclut la sensorialité, le plaisir du corps, l'érotisme au sens large, c'est-à-dire la capacité à être touché, ému, éveillé par le monde. Dans le célibat, cette dimension de la vie peut se déployer différemment. Elle peut se déployer à travers la beauté, à travers l'art, à travers la nature, à travers les relations profondes qui ne sont pas nécessairement sexuelles, mais qui sont intimes, touchantes, nourrissantes. Et pour certaines personnes, le célibat est aussi l'occasion de redécouvrir leur propre corps, leur propre plaisir, sans la pression de la performance, sans le regard de l'autre, sans les habitudes parfois figées d'une longue relation. Je ne veux pas idéaliser cela. Je sais que pour beaucoup de personnes, l'absence de contact physique, de tendresse, de chaleur corporelle, partagée avec un partenaire, est une vraie souffrance. Et cette souffrance mérite d'être reconnue, pas minimisée. Mais je veux dire que cette souffrance n'est pas une fatalité, qu'il existe des façons de nourrir le besoin de contact et de chaleur humaine qui ne passent pas nécessairement par une relation romantique. L'amitié intime, le soin du corps à travers le massage ou d'autres pratiques, la présence aux autres, tout cela peut nourrir ce besoin de façon réelle. Permettons-nous maintenant de plonger dans quelque chose de plus philosophique. Je veux parler de la notion de complétude, parce que l'une des idées les plus répandues et les plus destructrices que notre culture véhicule sur l'amour romantique, c'est l'idée qu'une autre personne peut nous compléter, qu'il y a quelque part notre moitié, notre âme sœur, et que sans elle, nous sommes incomplets. Cette idée est belle comme métaphore, mais prise littéralement, elle est dangereuse, parce qu'elle implique que nous ne sommes pas complets en nous-mêmes, qu'il nous manque quelque chose d'essentiel, et que nous ne pouvons trouver ce quelque chose que dans l'autre. Et cette croyance crée une forme de dépendance émotionnelle qui est très difficile à vivre. Elle crée des relations où on cherche dans l'autre non pas un compagnon de route, mais un remède à notre incomplétude. Et cette attente est trop lourde pour n'importe quelle relation. La psychologie contemporaine nous dit quelque chose de différent. Elle nous dit que la santé psychologique, c'est la capacité à être un tout en soi-même. Un tout qui peut s'enrichir au contact des autres, qui peut aimer et être aimé, qui peut partager et recevoir. Mais un tout, pas une moitié. Et le célibat en vieillissant peut être une occasion de travailler vers cette complétude. De se demander, est-ce que je me sens complet en moi-même? Est-ce que j'ai besoin de l'autre pour me sentir entier? Et si oui, qu'est-ce que je peux faire pour travailler sur cela? Parce que la complétude, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit. Ça se construit à travers la connaissance de soi, à travers l'acceptation de ses forces et de ses faiblesses, à travers la réconciliation avec son passé, à travers le développement de ses propres ressources intérieures. Et c'est un travail qui peut se faire seul, pas exclusivement seul, bien sûr. On a besoin des autres pour se connaître, pour grandir, pour se voir. Mais ce travail de construction intérieure ne nécessite pas un partenaire romantique. Il nécessite de la volonté, de la curiosité et peut-être un peu de courage si tu es en train de faire ce chemin. Si tu es en train de te construire ou de te reconstruire dans la solitude, je veux que tu saches quelque chose. Ce chemin a de la valeur, même quand il est difficile. Surtout quand il est difficile. Je t'invite à continuer à m'écouter. Et si ce contenu t'accompagne dans ta réflexion, à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Approchons-nous maintenant de quelque chose que j'appelle les dons cachés du célibat en vieillissant. Parce que je crois qu'il y a des choses que le célibat peut offrir en vieillissant que la vie à deux offre rarement ou moins facilement. Le premier don, c'est le temps. Le temps de soi, le temps pour soi. Dans une vie à deux, le temps est souvent partagé, négocié, fragmenté. Il y a les besoins de l'autre, les rythmes de l'autre, les désirs de l'autre, qui viennent constamment s'entrelacer avec les nôtres. Et ce n'est pas une critique. C'est simplement la réalité de la vie partagée. Mais dans le célibat, le temps est à soi. Et ce temps, on peut le remplir avec ce qui nous nourrit, vraiment. On peut lire pendant des heures sans culpabilité. On peut se lever à 5 heures du matin pour écrire ou méditer sans déranger personne.
On peut passer une journée entière à jardiner, à cuisiner, à écouter de la musique, sans avoir à justifier ce choix. Et ce temps de soi, en vieillissant, devient une ressource extraordinaire pour la croissance personnelle, pour explorer des intérêts qu'on n'avait jamais eu le temps d'explorer, pour approfondir des pratiques qui nous font du bien, pour simplement être, sans rien faire de particulier, dans cette présence à soi-même qui est si rare et si précieuse. Le deuxième don, c'est la clarté. La clarté sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qui compte et ce qui ne compte pas. Dans une relation, on peut parfois perdre cette clarté. On peut se laisser emporter par les désirs de l'autre, par les habitudes communes, par la dynamique du couple, au point de ne plus savoir vraiment ce qu'on veut soi-même. Dans le célibat, cette clarté revient, parfois progressivement, parfois par éclairs. Et cette clarté est une forme de sagesse. Une sagesse qui dit « Voilà ce que je suis. Voilà ce qui compte pour moi. Voilà comment je veux vivre. » Le troisième don, c'est la profondeur des autres relations. Quand on n'a pas de partenaire romantique qui occupe le centre de notre vie sociale et émotionnelle, on a souvent plus d'espace pour les autres relations, pour les amitiés, pour les liens familiaux, pour les nouvelles rencontres. Et ces relations, quand on leur donne vraiment de l'espace et de l'attention, peuvent atteindre une profondeur remarquable. J'ai observé cela souvent. Des personnes célibataires qui ont des amitiés d'une richesse et d'une profondeur que beaucoup de personnes en couple n'ont pas, des amitiés où on se dit vraiment les choses, où on se soutient vraiment, où on est vraiment présent l'un pour l'autre. Des amitiés qui ressemblent, par leur intensité et leur intimité, à ce qu'on associe habituellement aux relations amoureuses. Et il y a quelque chose de beau dans cela. Quelque chose qui dit que l'amour, au sens large, peut prendre de nombreuses formes. Et que la forme romantique, bien qu'elle soit précieuse, n'est pas la seule forme d'amour qui peut nourrir une vie. Le quatrième don, c'est la liberté de se réinventer. En vieillissant, on a souvent envie de changer sa façon de vivre, ses priorités, peut-être même sa façon d'être. Et dans une relation longue, ce changement peut être compliqué. Parce que l'autre a ses habitudes, ses attentes, sa façon de nous voir qui peut être difficile à faire évoluer. Dans le célibat, on est libre de se réinventer. On peut déménager dans une autre ville, changer de mode de vie, adopter de nouvelles pratiques, explorer de nouvelles idées, sans avoir à négocier ce changement avec un partenaire. Et cette liberté de réinvention est particulièrement précieuse en vieillissant, parce que c'est une période de la vie où beaucoup de choses changent de toute façon, et où avoir la liberté d'orienter ce changement peut faire une énorme différence. Maintenant, je veux aborder quelque chose d'important. Je veux parler de ce que le célibat révèle de nous, parce que c'est là une des dimensions les plus riches de ce sujet. Notre rapport au célibat, qu'on le choisisse, qu'on le subisse, qu'on le craigne ou qu'on le désire, révèle quelque chose de profond sur notre histoire, sur nos blessures, sur nos besoins, sur notre façon de nous voir. Certaines personnes fuient le célibat de façon compulsive. Elles enchaînent les relations. Elles ne peuvent pas rester seules plus de quelques semaines ou quelques mois sans chercher un nouveau partenaire. Et cette fuite dit quelque chose. Elle dit souvent qu'il y a une peur profonde de la solitude, qui est elle-même souvent liée à une peur de soi-même. Une peur de ce qu'on pourrait trouver si on s'arrêtait et qu'on s'écoutait vraiment. D'autres personnes, au contraire, évitent les relations avec la même énergie. Elles construisent des murs, elles se prothèsent, elles se convainquent qu'elles n'ont besoin de personne. Et cet évitement dit aussi quelque chose. Il dit souvent qu'il y a une blessure d'attachement, une expérience passée de rejet ou d'abandon qui a appris à cette personne que la proximité est dangereuse. Et entre ces deux extrêmes, il y a tout un spectre de façons d'être avec la solitude et avec l'autre. Et chaque position sur ce spectre dit quelque chose sur notre histoire, sur nos besoins, sur notre façon de nous protéger. Ce que je veux te proposer, c'est de regarder ta propre position avec curiosité et sans jugement. Pas pour te diagnostiquer, pas pour te classer dans une catégorie, mais pour comprendre ce que ta façon d'être avec la solitude ou avec l'autre te dit sur toi-même. Est-ce que tu fuis la solitude? Et si oui, de quoi as-tu peur de trouver dans ce silence? Est-ce que tu fuis les relations? Et si oui, qu'est-ce que tu essaies de protéger?
Est-ce que tu es en paix avec ta solitude ou est-ce que tu l'as subie? Est-ce que tu es en paix dans ta relation ou est-ce que tu y restes par peur? Ces questions ne sont pas des questions avec des bonnes ou des mauvaises réponses. Ce sont des questions qui ouvrent des portes vers une connaissance plus profonde de soi-même. Et cette connaissance, c'est peut-être la chose la plus précieuse qu'on puisse acquérir en vieillissant. Parce que vieillir avec conscience, c'est vieillir en se connaissant de mieux en mieux. C'est progressivement démêler les nœuds de son histoire, comprendre ses patterns, ses réactions, ses besoins, et dans cette compréhension, trouver une forme de liberté. La liberté de choisir comment on veut vivre, pas par défaut, pas par peur, mais par choix véritable. Et ce choix, qu'il soit le célibat ou la relation, mérite d'être fait en conscience, mérite d'être fait à partir de soi-même, pas à partir de la peur, pas à partir des injonctions sociales. Je veux aussi parler de quelque chose qui me tient très à cœur. Je veux parler du célibat comme d'une forme de générosité. Oui, tu as bien entendu. Le célibat comme une forme de générosité, parce que je crois que certaines personnes, en choisissant de rester célibataires, font un choix qui est en réalité très généreux. Un choix qui dit « je préfère rester seul plutôt que d'entrer dans une relation qui ne serait pas vraiment bonne pour l'autre ou pour moi ». C'est une forme d'honnêteté, une forme d'intégrité, qui dit « je ne vais pas utiliser quelqu'un pour ne pas être seul. Je ne vais pas entrer dans une relation par confort ou par peur, en sachant que je ne peux pas vraiment m'y engager pleinement. » Et cette intégrité, elle a de la valeur. Elle a de la valeur pour soi-même parce qu'elle nous permet de rester en accord avec ce qu'on est. Et elle a de la valeur pour les autres, parce qu'elle évite des relations qui pourraient être blessantes ou décevantes. Je pense aussi à quelque chose que j'appelle le célibat actif. Pas le célibat comme repli sur soi, pas le célibat comme renoncement, mais le célibat comme une façon d'être pleinement présent au monde, aux autres, à la vie, sans la médiation d'une relation romantique. Le célibat actif, c'est s'engager dans sa communauté. C'est cultiver des amitiés profondes. C'est être présent pour sa famille. C'est contribuer à quelque chose qui dépasse soi-même. C'est trouver des façons de donner, de créer, d'apprendre. C'est vivre pleinement, non pas malgré la solitude, mais à travers elle. Et cette façon de vivre le célibat, elle peut être extraordinairement riche. Elle peut être une façon d'être dans le monde qui est à la fois plus libre et plus connectée que ce qu'on imagine souvent quand on pense à la vie d'une personne seule. Si tu es arrivé jusqu'ici dans cet épisode, je veux te remercier. Tu m'accordes quelque chose de précieux, ton temps et ton attention. Et si ce que tu entends t'aide à réfléchir, à voir les choses différemment, à te sentir moins seul dans ta réflexion, alors ce contenu a rempli sa mission. Je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer ce voyage ensemble. Permettons-nous maintenant d'aborder quelque chose que j'appelle la réconciliation avec son histoire. Parce que le célibat en vieillissant est souvent le résultat d'une histoire. Une histoire de relations qui n'ont pas duré, ou qui ont mal tourné, ou qui ont laissé des blessures. Et cette histoire, on peut la porter comme un fardeau, ou on peut la porter comme une richesse. La porter comme un fardeau, c'est se dire « je suis seul parce que je n'ai pas réussi ». Parce que je suis trop difficile, trop blessé, trop vieux, parce que quelque chose en moi ne mérite pas d'être aimé. La porter comme une richesse, c'est se dire « j'ai vécu, j'ai aimé, j'ai été blessé, j'ai appris. Chaque relation que j'ai eue, même les plus douloureuses, m'a appris quelque chose sur moi-même, sur l'autre, sur la vie. Et tout cela fait partie de qui je suis aujourd'hui. Et qui je suis aujourd'hui avec toute mon histoire, avec toutes mes cicatrices, avec tout ce que j'ai traversé, cela a de la valeur. Cela mérite d'être accueilli avec respect et avec tendresse. C'est ce qu'on appelle en psychologie la self-compassion, l'autocompassion, la capacité à se traiter soi-même avec la même bienveillance qu'on traiterait un ami cher, à reconnaître sa souffrance sans la nier, à se dire « oui, j'ai souffert, oui, j'ai fait des erreurs, oui, je porte des blessures. » Et tout cela est humain. Tout cela fait partie de l'expérience d'être vivant. Et cette autocompassion, elle est particulièrement importante pour les personnes qui vivent seules en vieillissant. Parce que sans un partenaire pour nous rassurer, pour nous rappeler que nous avons de la valeur, pour nous tenir chaud dans les moments de doute, on doit développer cette capacité à se tenir chaud soi-même,
à se rassurer soi-même, à se rappeler soi-même que l'on a de la valeur. Et cela n'est pas de l'égoïsme, c'est de la santé. C'est la base à partir de laquelle on peut ensuite s'ouvrir aux autres, donner aux autres, être présent pour les autres. Je veux maintenant parler de quelque chose qui est souvent sous-estimé dans les discussions sur le célibat en vieillissant. Je veux parler de la spiritualité. Pas nécessairement au sens religieux, bien que cela puisse l'être, mais au sens d'une relation à quelque chose qui dépasse le moi individuel. Une relation à la nature, à l'art, à la beauté, à ce que certains appellent le sacré. En vieillissant, beaucoup de personnes développent une sensibilité spirituelle accrue, une attention plus fine à la beauté du monde, une conscience plus aiguë de la fragilité et de la préciosité de l'existence, un besoin plus profond de sens et de connexion avec quelque chose de plus grand que soi. Et le célibat peut être un espace particulièrement propice à cette dimension spirituelle. Parce que la solitude, quand elle est bien vécue, ouvre à une forme de contemplation, à une façon d'être présent au monde qui est plus fine, plus attentive, plus profonde. Les grandes figures spirituelles de toutes les traditions ont souvent valorisé la solitude comme espace de croissance intérieure. Les ermites, les contemplatifs, les mystiques. Pas parce que les relations humaines n'ont pas de valeur, mais parce que la solitude offre quelque chose que la vie en société offre rarement. Un espace de silence intérieur, où quelque chose de plus profond peut émerger. Et je ne dis pas que tout le monde devrait devenir ermite. Loin de là. Mais je dis que dans le célibat, en vieillissant, il y a une invitation à cette dimension contemplative de l'existence. Une invitation à ralentir, à s'arrêter, à écouter ce qui se passe au fond de soi, à être touché par la beauté du monde, à trouver dans ce contact avec quelque chose de plus grand, une forme de nourriture spirituelle qui peut être profondément satisfaisante. Laisse-moi maintenant te parler de quelque chose de très pratique. De comment on peut construire une vie épanouissante dans le célibat en vieillissant. Parce que tout ce que nous avons dit jusqu'ici est beau en théorie, mais la vie se vit dans les détails quotidiens. Et il y a des choses concrètes qu'on peut faire pour que le célibat en vieillissant soit une expérience riche et nourrissante plutôt qu'une expérience d'isolement et de manque. La première chose, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'investir dans ses relations. Pas dans une relation romantique nécessairement, mais dans ses relations au sens large. Ses amitiés, ses liens familiaux, ses liens avec sa communauté. Ces relations demandent du soin, de l'attention, de la régularité. On ne peut pas s'attendre à avoir des amis profonds si on ne leur consacre pas de temps et d'énergie. Et cet investissement dans les relations est d'autant plus important quand on vieillit, parce que les réseaux sociaux ont tendance à se réduire naturellement avec l'âge. Des amis partent, des membres de la famille disparaissent, des collègues de travail ne sont plus là. Il faut donc être actif dans le maintien et le renouvellement de ces liens sociaux. La deuxième chose, c'est d'avoir un sens à sa vie. Un projet, une passion, quelque chose qui nous fait nous lever le matin avec de l'envie. Ce peut être très grand, comme un engagement associatif ou une création artistique, ou très simple, comme un jardin à cultiver, des livres à lire, des enfants ou des petits-enfants à accompagner. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui nous importe vraiment, quelque chose qui nous donne l'impression de contribuer à quelque chose. La troisième chose, c'est de prendre soin de son corps. L'activité physique régulière, une alimentation équilibrée, un sommeil suffisant. Ces choses semblent banales, mais elles ont un impact énorme sur notre bien-être émotionnel et cognitif. Et elles sont particulièrement importantes quand on vit seul, parce que personne d'autre ne veille sur nous. La quatrième chose, c'est de développer une pratique de présence à soi-même. Que ce soit la méditation, la pleine conscience, la prière, le journal intime, ou simplement le fait de s'asseoir en silence chaque jour pendant quelques minutes. Cette pratique de présence à soi-même est ce qui permet de transformer la solitude en espace de croissance plutôt qu'en espace de souffrance. Et la cinquième chose, c'est d'accepter l'aide quand on en a besoin, de ne pas se laisser piéger par l'autosuffisance excessive dont je parlais tout à l'heure, d'accepter que la vulnérabilité fait partie de la vie, que demander de l'aide est un signe de force et non de faiblesse, et que laisser les autres nous soutenir est une façon de les respecter et de respecter la relation. Ces 5 éléments,
les relations, le sens, le corps, la présence à soi et l'acceptation de la vulnérabilité forment ce que j'appellerais les piliers d'une vie épanouissante dans le célibat en vieillissant. Et maintenant, approchons-nous de la fin de notre conversation d'aujourd'hui. Je veux te laisser avec quelques pensées qui me semblent essentielles. La première pensée, c'est ceci: il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre sa vie affective. Il n'y a que des façons plus ou moins conscientes, plus ou moins authentiques, plus ou moins en accord avec ce qu'on est vraiment. Et quelle que soit ta situation, que tu sois en couple, que tu sois célibataire, que tu sois en train de traverser une transition, ce qui compte, c'est la conscience avec laquelle tu habites cette situation. La deuxième pensée, c'est que le célibat en vieillissant n'est pas un échec. C'est une façon de vivre, une façon qui a ses défis, oui, mais aussi ses richesses, ses libertés, ses profondeurs. Et ces richesses méritent d'être reconnues, célébrées même, plutôt que cachées ou minimisées. La troisième pensée, c'est que tu es complet en toi-même. Pas parfait, pas sans blessure, pas sans besoin, mais complet. Tu n'as pas besoin d'un autre pour être entier. Tu peux choisir de partager ta vie avec quelqu'un, et cela peut être magnifique. Mais ce partage doit être un choix, pas une nécessité pour se sentir entier. La quatrième pensée, c'est que la solitude bien vécue est l'une des formes les plus profondes de présence à la vie. C'est dans la solitude qu'on entend le mieux sa propre voix. C'est dans la solitude qu'on touche le plus directement ce qui compte vraiment. C'est dans la solitude qu'on peut se rencontrer soi-même, peut-être pour la première fois. Et la cinquième pensée, c'est que vieillir est un privilège. Un privilège difficile parfois, douloureux parfois, mais un privilège, parce que vieillir, c'est avoir eu le temps de vivre, d'aimer, de souffrir, d'apprendre, de grandir. Et dans ce vieillissement, quelle que soit la forme qu'il prend, il y a une dignité. Alors, si tu es célibataire en vieillissant, ou si tu envisages de l'être, ou si tu accompagnes quelqu'un qui l'est, j'espère que cette conversation t'a aidé à voir les choses différemment. À voir le célibat non pas comme un manque, mais comme une possibilité. Non pas comme un échec, mais comme un choix. Non pas comme une prison, mais comme un espace de liberté et de croissance. Et si tu es en couple et que tu as écouté jusqu'ici, j'espère que cette conversation t'a aidé à comprendre quelque chose d'important. Comprendre que la qualité de ta relation avec toi-même est la fondation de toute relation avec l'autre. Que si tu n'es pas en paix avec toi-même dans la solitude, tu ne pourras pas être vraiment en paix dans la relation. Et que cultiver cet espace intérieur, cette capacité à être seul sans être solitaire, est un cadeau que tu te fais à toi-même et que tu fais à ceux que tu aimes. Je veux terminer avec une image. L'image d'un arbre en hiver. Un arbre sans feuilles, sans fleurs, sans les ornements qui le rendent si visible au printemps et en été. Un arbre qui semble presque nu, presque vide. Mais sous la surface, dans les racines, dans le bois, dans la sève qui attend, il y a toute une vie qui n'a pas besoin d'être visible pour être réelle. Une vie qui se prépare, qui se concentre, qui approfondit ses racines. Le célibat en vieillissant peut être comme cet hiver de l'arbre, un temps de concentration, d'approfondissement, de préparation à ce qui vient. Pas un temps de mort, mais un temps de vie intérieure. Un temps précieux à sa façon. Et peut-être que le printemps reviendra. Peut-être qu'une nouvelle relation s'ouvrira, sous une forme qu'on n'attendait pas. Peut-être que non. Mais dans tous les cas, les racines seront plus profondes. Et un arbre aux racines profondes peut traverser les tempêtes avec une grâce que les arbres aux racines superficielles ne peuvent pas connaître. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci de ta présence, de ton attention, de ta confiance. Si ce contenu t'a été utile, si ces réflexions ont allumé quelque chose en toi, je t'invite sincèrement à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Quelqu'un qui traverse peut-être une période de solitude difficile, ou qui se pose des questions sur sa vie affective, ou qui cherche simplement à comprendre quelque chose de plus profond sur lui-même. Et j'aimerais aussi t'inviter à prendre quelques minutes, après cette écoute, pour t'asseoir en silence, pour laisser ce que tu as entendu se déposer en toi, pour écouter ce qui résonne, ce qui touche, ce qui résiste peut-être. Parce que c'est dans cet espace de silence, après les mots, que la vraie réflexion commence. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.